Je commence une série de vidéos sur une nouvelle analyse linéaire pour le bac, le portrait de Figaro dans Le Barbier de Séville. Figaro, ancien serviteur du comte Almaviva, rencontre ce dernier dans une rue de Séville, devant la maison du docteur Bartolo. Ce dernier tient enfermée Rosine, la jeune fille dont le comte s'était pris. Dans cette scène d'exposition, acte 1, scène 2, par bribes, pour répondre aux questions du comte, Figaro raconte sa vie. Le dialogue se transforme en véritable récit, interrompu par de fréquentes allusions à la situation présente du comte, qui nous renseignent aussi bien que cela renseigne Figaro. L'extrait que nous avons à étudier est structuré en 3 parties. De la ligne 1 à la ligne 13, Beaumarchais fait avant tout, à travers son personnage, une critique sociale. De la ligne 13 à la ligne 30, il fait le récit de ses aventures littéraires. Enfin, de la ligne 30 à la ligne 45, Beaumarchais critique la cruauté du monde dans lequel évoluent les auteurs et explique en même temps comment Figaro en est arrivé à devenir le Barbier de Séville. Comment dans ce texte, Beaumarchais nous présente-t-il un valet différent des comédies habituelles, plus complexe et même supérieur au maître? Je passe maintenant à l'analyse linéaire proprement dite après l'introduction et je commence par les lignes 1 à 4. Notre extrait débute au milieu de la scène, à un moment où Figaro répond au comte. La réplique de Figaro, qui à travers l'adverbe précisément rebondit sur une réplique précédente du comte, est le signe, comme nous le verrons régulièrement, d'un dialogue travaillé pour être dynamique, où les répliques s'enchaînent souvent par tuilage et non par juxtaposition. Par tuilage, cela veut dire qu'il y a des mots qui se reprennent d'une réplique dans l'autre, les répliques se répondent vraiment de façon très étroite. Ici, il s'agit également d'une phrase nominale, introduite qui plus est par un présentatif, voilà. Les phrases averbales, que nous ne manquerons pas de noter à chaque fois, plus courtes et plus orales, permettent de dynamiser le dialogue. Enfin, l'adresse au comte, Excellence, qui clôt la phrase, participe à ce dynamisme par le ton et le geste possible qu'elle suppose. En effet, dans ce cas-là, dans le texte, on ne voit pas vraiment de geste qui soit indiqué. En revanche, l'acteur peut vraiment faire un geste en rapport avec cette adresse au comte. Il faut dire aussi sur cette phrase que les réponses de Figaro aux questions du comte nous permettent d'apprendre des informations sur les personnages au début de la pièce. D'abord, nous apprenons le rapport entre les deux personnages. Quand Figaro appelle l'autre personnage Excellence à la ligne 1 ou Monseigneur à la ligne 9, cela montre un lien d'infériorité. Le comte est noble, Figaro ne l'est pas. C'était plus explicite dans les lignes qui précédaient, où nous apprenions que Figaro était l'ancien serviteur du comte, mais cela est tout à fait visible aussi ici. Cela nous permet d'apprendre aussi beaucoup d'informations sur Figaro, notamment sur son passé d'écrivain. Presque tout le champ lexical de cette réplique tourne en effet autour de la littérature. Des bouquets à Cloris, des énigmes aux journaux, des madrigaux imprimés, l'amour des lettres. Alors je fais ici une parenthèse, les bouquets à Cloris ce sont des poèmes galants, des poèmes d'amour, Cloris étant une nymphe des fleurs et du printemps. Donc toutes ces expressions appartiennent au champ lexical de la littérature et nous renseignent donc sur Figaro. Le style vient appuyer cette relation à la littérature. Ces formes littéraires, plurielles, poèmes et énigmes, par exemple, sont des formes tout à fait éloignées. Ces formes littéraires sont exprimées dans un rythme ternaire en ascendette qui leur donne de l'élan du point de vue théâtral et qui connote une relation très étroite entre Figaro et ses formes. Cela est confirmé par 2 métaphores. Il courait des madrigaux, ligne 2, montre la profusion des écrits. Imprimé tout vif, ligne 3, est une source évidente d'une hyperbole sur le même sujet. Dans ces lignes enfin, Beaumarchais commence une critique sociale. Figaro se présente en effet comme la victime de l'arbitraire d'une décision venue du pouvoir. Il met un ministre en cause, quand on a rapporté au ministre que je faisais, ligne 1. Il insiste sur le caractère peu dangereux de ses écrits, qui sont des poèmes d'amour, des énigmes, et qui en tout cas n'ont pas de caractère politique a priori. Et il insiste aussi sur la réaction disproportionnée du pouvoir. Il a pris la chose au tragique, un pouvoir qui est même injuste, inique, et on le voit dans « sous prétexte que ». Ces premières lignes se veulent donc à la fois dynamiques et source d'information pour le spectateur, mais aussi source de critique. Et en tout cas, on voit bien ici un valet qui a l'air de prendre le dessus dans les lignes 1 à 4 et qui en tout cas est très dynamique. Je passe maintenant aux lignes 5 à 13.
Dans les lignes suivantes, cette critique se poursuit sur le même ton dynamique. D'abord, les mêmes caractéristiques que précédemment sont visibles, mais dans un dialogue rapide. Les phrases averbales sont régulières, puissamment raisonnées, ligne 5, paresseux, dérangé, ligne 10, pas mal, ligne 12. Leur caractère incisif est parfois, comme on peut le voir aux lignes 5, 8 et 10, renforcé par des points d'exclamation qui vont forcément du point de vue théâtral être joués. C'est un point que l'on pourra repérer dans tout le reste du dialogue. On note enfin, à 2 reprises, des points de suspension qui nous indiquent au niveau théâtral qu'un personnage, Figaro en l'occurrence, coupe la parole à un autre. Et ne lui fit pas représenter, ligne 5, paresseux, dérangé, ligne 10. Cela va alimenter bien sûr le dynamisme de la scène en réduisant le temps d'enchaînement entre les 2 répliques. Dans ces lignes, le personnage passe aussi à un autre niveau de critique. Parti d'une expérience personnelle dans les lignes 1 à 4, il va en 3 répliques critiquer les nobles en général et l'injustice sociale qui les favorise. Dans la première réplique, un grand nous fait assez de bien quand il ne nous fait pas de mal, la ligne 6-7, Figaro répond au conte en critiquant la cruauté des nobles. Avec un présent de vérité générale, fait, un parallélisme, il nous fait, et une antithèse entre bien et mal, nous avons toutes les caractéristiques d'un énoncé gnomique, un énoncé proverbial, une sorte de morale. Cela veut dire que Figaro amène sa pensée particulière à un état plus général. Il généralise son cas particulier et il le présente d'une façon surtout plus marquante et plus facile à mémoriser. Dans les 2 répliques suivantes, l'énoncé tient toujours de la pensée générale avec l'emploi de pluriel, maître, valet. Les singuliers sont également à valeur généralisante comme le pauvre ou un domestique. Il emploie aussi des mots abstraits, défauts, vertus au pluriel. Ces 2 répliques, à la ligne 9, « Et mon Dieu, mon Seigneur, c'est qu'on veut que le pauvre soit sans défaut », et à la ligne 11, « Aux vertus qu'on exige dans un domestique, votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets ?» Ces 2 répliques font allusion au comportement des nobles qui repose sur leur seule supériorité sociale. L'emploi du « on » à 2 reprises est intéressant. Alors l'emploi du « on », c'est « on veut que le pauvre soit sans défaut » aux vertus qu'on exige dans un domestique. Donc cet emploi du « on » est intéressant car c'est un pronom indéfini et impersonnel et il a forcément une valeur générale. Mais en position du sujet d'un verbe de volonté, on veut, on exige, il est clairement utilisé pour désigner les nobles. Figaro met donc au jour une supercherie sociale. Dans la société, le point de vue et la volonté des nobles, dans le « on veut, on exige », a une valeur générale, une valeur de loi que tout le monde doit suivre. Pour détruire cette supercherie, Beaumarchais réunit ensuite avec clarté les notions qui l'intéressent, montre leur équivalence à travers le verbe être, maître, fût-ce digne, valet, et il met ainsi en relief l'incongruité, voire l'injustice de la situation où les maîtres sont supérieurs aux valets sans aucune raison, et il établit pour redresser la balance sociale même une supériorité morale du valet sur le maître. À la ligne 13, la réponse laconique du conte, pas mal, accompagnée de la didascalie, riant, a un certain intérêt dans ce cas. Comme le conte est aussi un personnage de Beaumarchais, l'auteur n'a pas de mal en effet à le faire acquiescer aux pensées du valet et même à soutenir ainsi ses idées, bien qu'il soit noble. Cela permet donc d'appuyer les idées de Beaumarchais, cela permet aussi de montrer la complicité qui existe entre les 2 hommes et qui aura cours tout au long du Barbier de Séville. Le constat est donc sévère. Les nobles prennent part, avec une certaine violence parfois, à une injustice sociale criante que Beaumarchais met en lumière ici. Cette critique sociale brillante en fait presque oublier le portrait que le conte fait de Figaro. Ses défauts avec un assez mauvais sujet, ligne 8, paresseux, dérangé, ligne 10, mais aussi ses qualités avec puissamment raisonné, ligne 5. Le comportement de Figaro lui-même dans ses premières lignes de dialogue nous confirme sa vivacité, puisque c'est lui qui coupe la parole au conte, c'est lui à qui l'auteur donne une pensée pertinente et bien construite. La critique se poursuit donc dans ces lignes, associée à un léger portrait de Figaro avec le même ton dynamique,
Et on s'aperçoit que Figaro, cette fois, est vraiment mis en lumière. C'est un valet particulièrement intéressant et supérieur même au maître.